De retour dans l'Africa Newsroom pour la deuxième partie. Un invité nous a rejoint. Il s'agit d'Hamzat Boukari Yabara. Bienvenue. Merci, bonjour. Vous êtes historien. Oui. Et nous sommes toujours en compagnie de Samuel Ngambok, géopolitologue, et de notre éditorialiste Jemal Taleb. Tout de suite, le dossier du jour. Le mouvement religieux sectaire du nom de Boko Haram est né au Nigeria au début des années 2000. Après des actions de guérilla, le groupe est passé à des phases de conquête territoriale. Aujourd'hui, les pays de la région appellent à une guerre totale contre cette menace terroriste. Jean-Célestin Djangé. Paris, 17 mai 2014. Les chefs d'État du Bénin, du Cameroun, de la France, du Nigeria, du Niger et du Tchad, ainsi que les représentants des États-Unis, du Royaume-Uni et de l'Union européenne participent à un sommet consacré à la sécurité du Nigeria. Objectif, intensifier la mobilisation régionale et internationale pour lutter contre les agissements de la secte Boko Haram qui venait d'enlever plus de 200 jeunes filles à Chibok dans l'état de Borno au nord-est du Nigeria un mois plus tôt. Boko Haram a cessé d'être uniquement un problème nigérian. Il est devenu un problème régional, sinon continental. Nous sommes ici pour déclarer la guerre au Boko Haram. On va la poursuivre et on vaincra cette chose terroriste. Boko Haram. Deux mots qui signifient l'éducation occidentale est un péché. Fondé au Nigeria en 2002 à Maïdougouri, capitale de l'état de Borno, par Mohamed Youssoul, un prédicateur radical, Boko Haram, c'est d'abord une mosquée dotée d'une école coranique où les familles pauvres peuvent envoyer leurs enfants. L'organisation se politise et attire alors de plus en plus de jeunes étudiants en rupture de banc à l'université ou encore des jeunes en échec scolaire recrutés parfois ailleurs qu'au Nigeria. Boko Haram n'est plus seulement le groupe local. Son activité de 2009 à aujourd'hui est devenue celle de l'organisation Al-Qaïda. Il s'agit en fait d'Al-Qaïda en Afrique de l'Ouest et centrale. Ce n'est plus le Boko Haram qui est venu avec des sentiments religieux concernant l'éducation occidentale qui était à bannir, que les jeunes filles ne devaient pas être scolarisées. L'attaque qui a frappé le campus universitaire de Kano dans le nord du pays le 17 septembre 2014 pousse le Sénat nigérian à demander au président Goodluck Jonathan de mener une guerre sans merci contre Boko Haram. D'autant plus que l'organisation sectaire ne cache plus sa volonté de mener des actions au-delà des frontières du Nigeria. L'Afrique de l'Ouest et même l'Afrique centrale sont dans le viseur. Le sommet de Paris pour la sécurité au Nigeria témoigne à souffrir de ce que la menace est prise très au sérieux. Comme l'a dit le président Biya, il y a une forte détermination, donc ne souffre d'aucune ambiguïté, une détermination de faire face à cette situation, une détermination de faire la guerre, une guerre totale au Boko Haram. Leur action n'a rien de religieux. Au contraire, leur action va à la rencontre de la religion musulmane. Ils ont piétiné la religion musulmane. C'est que depuis le 26 juillet 2009, à la faveur d'une nouvelle flambée de violence provoquée par plusieurs attaques simultanées des membres de Boko Haram dans les États de Bauchi, de Yobe, de Borno ou encore de Kano, Mohamed Youssouf est capturé à Maïdougouri puis exécuté par les forces de police du Nigeria. Le 29 août, son successeur Sani Oumarou reconnaît la perte d'au moins 1 millier de ses militants. La secte se radicalise alors en menant des attaques à la bombe contre tout ce qui représente la puissance publique et multiplie des enlèvements comme celui de plus de 200 jeunes filles à Chibok en avril 2014. Nous sommes totalement engagés afin de localiser les jeunes filles
et veiller à ce qu'elles puissent retrouver leur famille. Nous allons faire tout notre possible. Le Nigeria a déployé 20 000 soldats sur le terrain dans la partie nord du pays où ces terroristes sévissent. Car Boko Haram ne se contente plus d'agir au Nigeria, le mouvement veut également terroriser les pays voisins. Le 13 novembre 2013, le prêtre français Georges Van der Bosch est enlevé au nord du Cameroun et pris en otage par l'organisation. Il est libéré le 31 décembre 2013, ce qui n'enlève rien aux motivations religieuses de cet acte. Boko Haram, je crois, est parti vers les années 2000 avec cette idée que, en affichant, je dis bien en affichant, l'intolérance religieuse pour déstabiliser aujourd'hui, de par ses actions. Je n'en prends pour preuve que cet incident, c'est-à-dire le cas de kidnapping de ces filles. Boko Haram est une organisation qui travaille en collaboration avec d'autres groupuscules terroristes, ce qui rend encore plus difficile la lutte contre cette nébuleuse. Boko Haram, qui a des liaisons, des ramifications avec les autres organisations terroristes, comme AQMI, comme les Chebab, etc. Et en ma qualité aussi de président de la commission du bassin du lac Tchad, je me réjouis de ce que notre sommet ait décidé d'envisager également des mesures à long terme, à moyen et long terme, en rapport avec le développement économique et social de la zone, de la région. Du coup, pour de nombreux observateurs, Boko Haram est un mouvement complexe dont la lutte requiert des moyens coordonnés et appropriés. Les deux pays ont été obligés de développer non seulement une réponse militaire à cette menace, mais une réponse sécuritaire. Il leur reste, malgré les efforts qui ont commencé avec les deux sommets de Paris en 2013 puis en 2014, de consolider avec les autres États de l'espace du bassin du lac Tchad une véritable coopération pour être à même d'endiguer puis d'anéantir la menace créée par Boko Haram. Le plan d'action adopté le 17 mai 2014 lors du sommet de Paris pour la sécurité au Nigeria s'inscrit dans la logique du sommet de la Commission du bassin du lac Tchad en 2012. Il y a quelques jours, le 25 septembre 2014, les armées camerounaises et nigérianes annonçaient avoir tué Aboubakar Shekau, le chef de Boko Haram. Reste à savoir si cette nouvelle et les moyens de lutte mis en œuvre suffiront à venir à bout de la nébuleuse Boko Haram. Monsieur Boukari Yabara, on a vu dans ce sujet que Boko Haram est né au début des années 2000, mais que le grand public, enfin on le connaît réellement depuis 2009 et plus récemment depuis l'enlèvement des lycéennes de Chibok. Que sait-on du passage de mouvements sectaires à groupes terroristes armés ? Ce passage-là, en fait, il est intervenu dans un contexte régional de déstabilisation qui est lié à ce qui se passait au même moment au Mali et également en Libye. Il y a eu un afflux d'armement très important qui est arrivé dans ces années 2010, 2011, 2012, qui a été en même temps lié à des ruptures au sein de l'organisation avec l'apparition d'un autre mouvement comme Ansarou et en même temps une radicalisation de la part à la fois des autorités dans leur répression du mouvement Boko Haram, une répression qui a commencé à toucher un certain nombre de civils, donc l'armée a perdu le soutien des civils à ce moment-là, et également un ensemble de stratégies plutôt audacieuses et totalement suicidaires de la part de Shekau, qui a pris le contrôle de Boko Haram, qui représente une frange radicale de l'organisation, qui compte aujourd'hui au moins 5 ou 6 factions différentes, mais celle de Shekau, celle qui est en tout cas représentée par Shekau, a pris le contrôle et a décidé de mener ce qui ressemblerait à une sorte de guerre sainte, rappelant le djihad de Ousmane Dan Fodio au XVIIIe siècle, avec l'idée d'établir ce califat islamique. Et d'ailleurs, on voit très bien aujourd'hui que Shekau n'a pas prêté allégeance à AQMI, mais à l'État islamique en Irak et en Syrie.
Alors justement, qui sont ces personnes qui forment Boko Haram? Où sont-ils recrutés? Qui sont-ils? Une grande partie, ce sont effectivement des jeunes désœuvrés qui ont été recrutés, qui ont été embrigadés, qui ont été endoctrinés. Donc le mouvement prospère en partie sur la criminalité, sur le désœuvrement de la jeunesse. Il y a également, à une époque où Boko Haram avait pignon sur rue, il y avait effectivement des écoles dans lesquelles des jeunes étaient formés, il y avait un enseignement qui était donné, il y avait un certain nombre d'actions sociales qui étaient mises en place, qui permettaient d'acheter peut-être le silence de certains politiciens et en même temps une certaine paix sociale, qui a permis au groupe de constituer un véritable terreau dans les 2-3 États les plus pauvres du nord du Nigeria aujourd'hui. Samuel Gembok, le Boko Haram est à la fois sur le Nigeria mais concerne également le Cameroun. Que sait-on aujourd'hui de leur armement? D'où vient cet armement? Voilà, la capacité de Boko Haram à s'approvisionner en armement est suffisamment importante. Boko Haram bénéficie de l'instabilité dans la sous-région et dans la région, je dirais, au niveau continental. Mais Boko Haram bénéficie également du soutien, comme l'a dit l'historien tout à l'heure, des mouvements, notamment de l'État islamique irakien. Mais la situation en termes de capacité logistique de Boko Haram est très complexe. Il y a des soupçons avec des complicités dans les armées conventionnelles africaines. Et donc il est difficile de cerner, de circonscrire les pôles de ravitaillement en armement de Boko Haram. Ils bénéficient d'un soutien financier qui leur vient des rançons, de l'argent que leur procure la rançon. Donc, et ça, c'est important parce que l'argent que Boko Haram arrive à récupérer par la prise d'otages est parfois 2-3 fois le montant d'un budget national consacré à la défense nationale. Donc, en termes de capacité financière pour s'approprier des armes, Boko Haram dispose suffisamment de leviers, notamment au niveau de l'instabilité sous-régionale, mais également en termes d'alliance entre d'autres armées qui peuvent exister. N'oublions pas qu'il existe en Afrique une porosité des frontières qui part de la Libye jusqu'en Afrique centrale. Et donc, cette porosité des frontières fait que les armes peuvent circuler facilement depuis la Libye jusqu'au niveau des frontières camerouno-nigérianes. Donc, la porosité des frontières contribue au ravitaillement de Boko Haram et ceci limite la capacité des États, des armées conventionnelles, à contrôler ces sources de ravitaillement à partir du moment où un des points déterminants de la souveraineté nationale étant la protection et la sécurité au niveau des frontières. À partir du moment où Boko Haram assure la sécurité, contrôle les frontières, il devient difficile aux États et aux armées conventionnelles de limiter, d'endiguer la capacité de Boko Haram. On va revenir sur le rôle des armées. Gemal, est-ce que vous partagez l'analyse qui a été faite sur la déstabilisation de la région et sur la naissance de Boko Haram et sa transformation en groupe terroriste armé? Sur sa capacité à déstabiliser les États, sans aucun doute. Je suis moins d'accord sur le lien qu'on fait entre Boko Haram et Daesh. Je pense que les réalités sont différentes, que l'environnement est différent, que les revendications sont différentes et que le contrôle et la source de financement sont différents. Je suis moins d'accord aussi sur leur capacité à se développer s'ils contrôlent des territoires entiers. Je pense que s'ils contrôlent des territoires entiers, la manière de les combattre devient plus facile, parce que pour le coup, nous avons une armée conventionnelle contre une autre. La difficulté, c'est plutôt dans la situation actuelle. La situation actuelle, c'est une secte au départ, qui petit à petit s'est développée. Elle est devenue un mouvement plus large, plus important, qui, de mon point de vue, doit se nourrir essentiellement de 2 ou 3 choses. La première, c'est la prise d'otages. Deuxièmement, c'est le trafic. Qu'ils soient eux-mêmes trafiquants ou qu'ils prélèvent un droit de passage, c'est les trafics de façon générale, à commencer par la drogue, mais aussi tout le reste. Et puis la troisième chose importante, c'est donc la dîme qu'ils prélèvent sans doute, c'est les populations. Je pense, moi, que l'enjeu important pour les pays, mais c'est aussi valable sans aucun doute pour Daesh, donc en Syrie et en Irak, c'est la capacité de les couper des territoires, des populations locales. Il n'y a pas de secret dans tout cela. Si ces organisations-là bénéficient d'un soutien, même petit, des populations locales, la manière de les combattre et de venir à bout de leur résistance deviendra difficile. Si vous les coupez des bases arrière, les choses deviennent possibles. Il n'y a pas encore là une fois de secret sur l'Irak. C'est-à-dire que
l'existence, et pardon de faire le parallèle avec l'Irak parce que je pense qu'il est important, la puissance donc de Daesh en Irak, c'est aussi la capacité qu'ils ont su au départ à tisser une espèce de solidarité avec les populations sunnites irakiennes, victimes elles-mêmes du régime donc de Nouri el-Maliki. Là encore, nous avons une situation à peu près similaire. C'est-à-dire que de ce qui était une organisation terroriste locale, d'abord sectaire, puis terroriste locale, et qui est devenue une organisation beaucoup plus puissante, je pense qu'elles acquièrent, ou elles ont acquis en tout cas à un moment, une espèce de complicité parfois due à beaucoup de choses, à la misère, à la difficulté, à l'argent, leur capacité d'arroser, mais aussi à la brutalité parfois des armées locales. Je ne suis pas en train de justifier quoi que ce soit, je suis en train d'essayer d'expliquer, expliquer n'est pas justifié. Donc, je pense que tout cela ensemble et tout cela combiné fait que le combat ou la manière de venir à bout de ces gens-là devient plus compliqué. Je pense que pour qu'on y arrive, nous avons besoin d'une organisation, d'une action coordonnée, organisée, ce qui malheureusement ne caractérise pas beaucoup les États autour. L'armée nigériane, toute puissante, toute sérieuse, toute puissante plus que sérieuse qu'elle est, manque de professionnalisme, manque de méthode. Et parfois, quand elle intervient, elle fait plus de dégâts qu'elle n'en répare. Je pense que le Cameroun, de ce point de vue-là, est beaucoup plus intéressant parce qu'il a été capable, sans aucun doute, de faire une action plus constructive. Mais là, encore une fois, les armées ne sont pas tellement très fortes et la présence du renseignement militaire occidental est importante. Je n'ai aucun doute que les populations sont loin d'être complices du terrorisme. Il y a une situation malheureusement parfois passagère, il y a une situation économique difficile et que l'évolution de tout cela avec une organisation concertée, sérieuse, coordonnée des États peut arriver à bout de ce cancer du terrorisme. Monsieur Boukari Yabara, on parlait justement de l'armée nigériane. Elle dispose pourtant d'un budget conséquent, 4,5 milliards de dollars. Comment expliquer qu'elle soit aujourd'hui dépassée par Boko Haram? Alors, comme l'a rappelé Djemal, il est extrêmement difficile pour les armées conventionnelles de faire face à ce genre d'affrontement, à ce genre de conflit, ces guerres asymétriques. Je crois qu'il est également important de rappeler que le Nigeria a une longue tradition de junte militaire et que le budget qui est aujourd'hui alloué à l'armée est proportionnellement plus important que du temps où on avait des régimes militaires. Donc il y a sans doute une responsabilité de la part de Goodluck Jonathan et des hauts cadres de l'armée. D'ailleurs, il en a limogé un certain nombre récemment. D'ailleurs, l'intégralité a été limogée au début de l'année pour insuffisance de résultats. Et je crois que par-dessus tout, il y a une volonté politique qui fait défaut. Parce que le grand enjeu pour l'année 2015 au Nigeria, ce sont les élections présidentielles. Et la question de Boko Haram est liée à ces questions des élections. Les élections pourront-elles avoir lieu? Quelle est la place de Boko Haram dans le débat politique qui va avoir lieu? Donc je pense qu'on est dans une situation où le fait que Boko Haram sorte effectivement de la stratégie de guérilla et cherche à s'implanter localement, territorialement, risque de changer la donne, y compris d'un point de vue de la situation politique. Donc la solution militaire n'est probablement pas la bonne. Il faut mettre en place des politiques de développement et de redistribution économique à l'attention des États du Nord. Donc c'est toute la redistribution des ressources et de la manne pétrolière qui se pose. Également les circuits de corruption qui sont également très importants dans le Nord. Également une scission politique au sein du parti présidentiel avec un certain nombre de gouverneurs, de sénateurs et de parlementaires du Nord qui se sont réunis dans un nouveau parti politique qui a très peu de chances de remporter les prochaines élections présidentielles. Donc il y a tout ce contexte-là qui est autour et au milieu on voit que l'armée nigériane n'est pas suffisamment formée. Donc effectivement, les Américains ont décidé d'intervenir au niveau de la formation, du renseignement avec d'autres pays occidentaux. Mais en l'état actuel, il y a un tel déficit de formation que cela prendra du temps. Et surtout en face, les membres de Boko Haram ont une motivation qui paraît extrême. Samuel Ngenbok, le Niger, le Tchad et le Cameroun sont engagés à lutter contre Boko Haram. Mais en leurs armées ou leurs forces politiques ont-elles la capacité de résister réellement? Ce qu'il faut relever, c'est que la situation sous-régionale n'est guère reluisante depuis plus de 2 ans maintenant. Que l'on prenne le Nigeria de façon isolée, ou le Cameroun, ou le Tchad, ce sont des pays qui ont à leurs frontières des situations de fragilité et d'instabilité. Et donc, ajouter à cette situation de fragilité aux frontières, ce sont des pays, excepté peut-être le Nigeria, qui fait preuve d'une santé économique, je dirais, extraordinaire en ce moment.
Mais pour le cas du Cameroun, je pense que la situation n'est guère reluisante pour trois principales raisons. La première raison au niveau strictement national, c'est que c'est un pays déjà au niveau économique qui a du mal à s'en sortir. Le phénomène Boko Haram a un impact conséquent sur l'évolution de la situation économique. Il y a eu quelques jours les résultats d'une étude qui a montré que les investissements directs étrangers au Cameroun ont régressé d'environ 16%. Et, au niveau toujours économique national, le pays est incapable aujourd'hui de payer la dette intérieure. Donc ce sont des leviers importants pour alimenter la souveraineté nationale et donner suffisamment de puissance à l'armée pour mener une guerre. Ce que je voudrais aussi relever sur des erreurs qui ont été commises de part et d'autre, que ce soit au Nigeria ou au Cameroun, c'est que les pays de la sous-région ont adopté une rhétorique qui ne trouve aucun fondement stratégique en Afrique. Cette rhétorique, c'est celle de la guerre totale, vous l'avez rappelé tout à l'heure, mais cette rhétorique a été mise en place par les néoconservateurs américains qui pensent qu'il faut apporter au terrorisme une riposte massive disproportionnée, sauf que cette riposte massive disproportionnée est conventionnelle et que sur le terrain, on minimise la capacité de fragmentation et de cristallisation des mouvements terroristes tels que Boko Haram. Donc, déjà, il faut également rappeler que la guerre contre le terrorisme n'a jamais connu une victoire de la part des armées conventionnelles, que ce soit avec les Américains, sur le terrain en Afghanistan, en Irak. Aucun des théâtres de conflit structurés par le terrorisme n'a connu une certaine stabilité. Rentrer dans la guerre totale contre Boko Haram, c'est s'inscrire dans une guerre perpétuelle. Merci, on va terminer là-dessus. Merci. Un rappel des titres qui ont été développés en début d'émission. Charles Blé Goudé, l'ancien leader des Jeunes Patriotes et ancien ministre de la Jeunesse sous l'ex-chef d'État ivoirien Laurent Gbagbo, était ce jeudi devant la Cour pénale internationale. Il s'agissait de la 4e et dernière journée d'audience. Et le président équato-guinéen Teodoro Obiang-Nguema Basogo a effectué une visite officielle de 3 jours à La Havane, à Cuba. L'occasion d'un entretien avec son homologue Raúl Castro sur la coopération bilatérale et l'épidémie d'Ebola. Samuel Ngembog, merci d'avoir été avec nous. Merci. Je rappelle que vous êtes géopolitologue. Nous allons marquer de nouvelles pauses dans l'Africa Newsroom. À tout de suite.